Alors, ils ont aussi testé chez l'Argus la BMW i4 eDrive 40, la version grande autonomie propulsion, celle qui consomme le moins du coup. Donc elle embarque la batterie de la M50, 80,7 kWh, mais un seul moteur, donc 340 chevaux, ce qui est déjà pas mal. Elle a été homologuée pour 593 km de LTP, 20 km de moins que la Model 3 Long Range, la plus récente du moins. Donc cette valeur concerne la i4 de base et peut perdre jusqu'à 100 km avec certains équipements optionnels. Parmi les plus pénalisants, les pneumatiques performance de Pirelli, qui enlèvent 60 km d'autonomie avec les jantes de 19 pouces, voire 85 km avec les 20 pouces. Oh là là, c'est énorme. Orné d'une finition M Sport facturée 63 350 € au lieu de 59 700 € en base, perdant alors le bonus de 2000 €, des roues de 19 pouces à pneus Hankook, moins énergivores que les Pirelli, d'une poignée d'équipements optionnels, frein avant majoré, toit vitré panoramique, pack innovation. La BMW i4 DC est très exactement homologuée à 563 km d'autonomie et 16,9 kWh au 100 de conso moyenne. Ok, donc c'est ce chiffre-là du coup que je mettrai dans le tableau, hein. C'est pas 593. Après une recharge à 74% sur une borne rapide 50 kW, la BMW i4 entame sa portion d'autoroute à 130 km/h GPS, soit 130 km/h compteur, 134, ou plutôt à l'écran, pièce maîtresse de l'i4 qui embarque deux grandes dalles numériques en enfilade. Par rapport à la jumelle série 4 grand coupé à moteur thermique et instrumentation plus classique, la modernité y gagne, même si, comme souvent, les fonctions favorites doivent être placées en raccourci pour éviter de quitter trop longtemps la route des yeux. Idéal pour couper plus rapidement l'alerte active de sortie de voie à chaque démarrage. Les 4 de test ne disposent pas du Drive Assist Pro à 2050 € qui centre durablement la voiture dans sa file, ou pour sélectionner les différents niveaux de régénération à la décélération. Hormis dans les grandes descentes ou aux approches de péage, peu de récupération d'énergie sur ce parcours qui met plutôt en lumière la finesse aérodynamique de la carrosserie et l'appétit de l'électromoteur à vitesse stabilisée. Deux domaines où l'i4 semble briller. Alors briller, c'est une moyenne correcte, on va dire. Alors pour la température d'ailleurs, j'ai dû regarder leurs photos là parce qu'ils n'ont pas dit quelle température c'était. Donc c'est autour de 8 degrés 5, 9 degrés apparemment, selon les photos qu'ils ont prises. C'est marqué sur le tableau de bord. Ils auraient pu le dire dans le texte quand même. C'est dommage. Donc la conso est à peu près comme... c'est exactement la même d'ailleurs que le modèle Y, qu'ils ont testé quelques semaines plus tôt. 24,4 kWh au 100, qui autoriserait donc 330 km d'autonomie sur autoroute. La modèle 3 grande autonomie avait consommé 23,1 kWh au 100, même si c'était pas la même autoroute, hein, attention quand même. L'usage autoroutier régulier est donc possible en i4, qui s'est parallèlement distingué par son insonorisation efficace. Les bruits d'air et de roulement n'ont rien d'envahissant à 130 km/h, comme c'est parfois le cas en voiture électrique, dont l'absence de ronron mécanique amplifie les autres sources sonores. Alors, du côté des accélérations, 5 secondes 7 le 0 à 100, c'est bien quand même, ça va. Même si c'est un peu moins puissant que les Tesla. 2 tonnes 125 quand même, c'est lourd, c'est lourd. Alors du coup, ensuite, sur la route, désormais c'est le confort des suspensions qui séduit malgré les pneus 19 pouces à flanc bas. La suspension filtre correctement les dodanes et nid de poule à faible allure. Merci au ressort arrière pneumatique de série qui pompe parfois légèrement sur les successions de bosses. Et à l'amortissement piloté optionnel qui participe à cette bonne impression en position confort. Les fameux pneus Hankook à faible résistance au roulement n'altèrent pas l'adhérence en virage, où la i4 montre un comportement équilibré, voire, si l'on bascule l'antidérapage en mode sport ou off. Alors, antidérapage ou traction control, hein, parce que là, c'est pas pareil quand même. Une petite attitude survireuse en sortie d'épingle. Non, ça doit être une espèce d'antidérapage, contrôle de stabilité, j'imagine. Ça ne sera pas suffisant pour totalement séduire les amateurs de conduite enlevés, frustrés par le ressenti artificiel de la direction et de la pédale de frein. Pour optimiser la conso, mieux vaut conserver un rythme paisible et anticiper les ralentissements pour récupérer au maximum de l'énergie à la décélération. Ici, 4 possibilités. Le mode auto, qui module la génération en fonction des limitations de vitesse et du trafic alentour. Frein moteur marqué en entrée de village, ou à l'approche d'un autre usager. Quasi roue libre sur route fluide à dos rythme. Ou les 3 niveaux de régénération manuelle, dont le plus élevé peut aussi s'appeler via le mode B ou levier de vitesse. Au levier de vitesse. Dommage qu'il n'existe pas de palette au volant. Ça, c'est vrai que c'est dommage. Ni de vrai mode une pédale qui permet de ne plus toucher à celle de gauche pour s'arrêter totalement. Une fonction disponible depuis 2013 sur une certaine BMW i3. Dommage qu'il n'ait pas remis du coup. En mode de régénération intermédiaire, la i4 a bouclé ce parcours routier avec une conso de 15,7 kWh au 100, soit 513 km d'autonomie dans les conditions. Une valeur là encore proche de la Tesla Model 3.
dont les 14,4 kWh relevés sont toutefois obtenus avec des performances supérieures, avec 2 moteurs au lieu d'un. Ouais, donc encore une fois, BMW, l'efficience est moyenne, hein, quand même, hein. C'est pas la folie, hein. C'est pas catastrophique, ça reste assez correct, mais c'est moyen, quoi. Ni bon ni mauvais, quoi. Alors que Tesla, c'est très bon pour le coup. Avec sa batterie de 80,7 kWh utile, l'i4 annonce des temps de recharge bien différents sur le type de prise utilisée. Plus de 43 heures forcément pour une charge complète sur une prise domestique, 13 heures sur une wallbox, qui ferait donc 7,4 kW, et 8h15 sur une bande publique de 11 kW. Puissance maxi tolérée en courant alternatif. En courant continu, une recharge de 10 à 80% prendra 1h15 sur une bande rapide, 50 kW et seulement 31 minutes à 205 kW. Comme les autres constructeurs membres du consortium Unity, BMW propose d'ailleurs un abonnement intéressant pour les gros rouleurs, 18 € par mois, offert la première année pour réduire le coût des recharges Unity de 79 centimes à 30 centimes la minute. Alors effectivement, pour les gros rouleurs, ça peut être pas mal. 30 centimes la minute, vu la puissance de recharge, c'est pas mal, effectivement. Pour expédier la jauge de batterie de 41 à 80% lors de l'arrêt à la borne de Vanille, il a fallu 20 minutes de branchement facturé 6 € seulement, au lieu de 15,80 € sans abonnement. Abordable et rapide, même si la puissance de charge maxi de 205 kW n'a jamais été atteinte. Ah ben en même temps, ils ont démarré à 41%, donc c'est pas étonnant que ça n'a pas été atteint. Après un pic à 170 kW durant la première minute, la valeur a rapidement chuté 115 kW jusqu'à 50% de charge, puis 95 kW à 60%, 80 kW à 70% et 58 kW à 78%. Une courbe ascendante est nécessaire pour préserver la durée de vie des batteries, qui aurait chuté plus brutalement encore au-delà de 80%. Dommage, c'est précisément sur long trajet que l'on vise l'autonomie, et donc la charge maximale, mais cette caractéristique est commune à tous les modèles électriques. Oui voilà, il n'y a pas que le BMW, hein. Certaines voitures, la courbe est meilleure, mais bon. Bon, il y a une appli MyBMW aussi. On peut peut-être passer ça, c'est pas très très intéressant. Il est possible de connaître l'occupation en temps réel de certaines stations Unity notamment, mais pas de la puissance des chargeurs. Ça, c'est quand même con. À l'inverse de la navigation intégrée qui renseigne leur puissance mais pas leur disponibilité. L'inverse aurait été plus logique. L'option Digital Key à 600 € permet enfin d'utiliser son smartphone à puce NFC pour ouvrir et démarrer la voiture, comme sur les BM thermiques et les Tesla depuis quelques années déjà. Ok, pour ça, avec 563 km homologués en cycle WLTP, voire 593 pour la version de base, l'autonomie de la i4 eDrive 40 peut paraître décevante. Ça va encore, je trouve, hein. Vu qu'il faisait pas non plus très très chaud. Plus chaud que le modèle Y, mais c'était pas non plus les températures estivales, hein. 513 km en conditions réelles sur route et 330 sur autoroute. La consommation reste toutefois inférieure à celle des SUV à batterie de pareille capacité. Audi Q4 e-tron, c'est pas difficile de faire moins en même temps. Volvo XC40 Recharge Twin est très proche de la référence Model 3 grande autonomie. L'américaine y arrive toutefois, avec davantage de puissance et de roues motrices que la i4, et vient encore augmenter son rayon d'action de 580 à 614 km homologués. Ils ont aimé le bon rapport performance-consommation, la sonorisation soignée, le confort séduisant avec l'amortissement piloté. Ils ont regretté, pas de palette au volant pour moduler la récupération d'énergie. Après, Tesla n'en a pas non plus, hein, des palettes. Dommage d'ailleurs, parce que ça serait très pratique. Interface d'infodivertissement peu intuitive en roulant. Les options nombreuses malgré le tarif élevé. Ok, longueur 4,78 m, largeur 1,85 m, hauteur 1,45 m. Coffre 470 litres. 1290 avec les sièges rabattus. Et le poids, très lourd dans cette voiture, encore 2 tonnes 125. Faut vraiment qu'ils travaillent sur le poids, hein. Les constructeurs, c'est pas possible d'avoir des voitures de plus de 2 tonnes, quoi. Pourtant, elle est pas si grosse, quoi. Je veux dire, 4,78 m, bon, c'est un peu long, mais 1,85 m de large, ça va, c'est pas un tank, hein, je veux dire, hein. Putain, c'est dommage, hein, quand même. Bon, bah écoutez, alors, vitesse maximale à 190 km/h, je trouve que ça fait un peu tâche, personnellement, pour une BMW, même si elle est électrique, bon, on aurait pu s'attendre à un peu plus, quand même. Même si, évidemment, hein, c'est limité à 130 km/h en France, mais bon. Si vous allez en Allemagne, du côté des autoroutes à portion illimitée, bon, ça va faire un peu tâche, quand même, avec une voiture à plus de 60 000 €. Bon, ben voilà, pour ce test, les équipements, évidemment, et les packs d'options. Oh, le nombre d'options, putain, c'est incroyable, ça. C'est incroyable, hein. Ah, il y a l'attelage en option qui peut tracter à 1,6 tonne cette voiture. Alors du coup, niveau comparatif avec les autres modèles, bah, regardez, hein, c'est incroyable. Même au niveau de la conso sur route, c'est quasi équivalent au modèle Y. Donc on aurait pu se dire, bah, le modèle Y c'est un SUV, donc il va forcément consommer plus. Eh ben non, même pas.
En plus, il faisait plus froid lors du test du modèle Y. Donc franchement, bravo Tesla, hein. Et comme je disais, bon, BMW, moyen à la conso quand même, hein. Il va falloir travailler, je pense, sur la chaîne de traction. C'est pas catastrophique, mais c'est assez moyen. Même si du fait qu'elle ait une grosse batterie, bah, au final, elle peut aller plus loin que le modèle Y théoriquement, quoi, hein. Par contre, la modèle 3 long range, alors elle a été testée sur l'Argus, mais elle n'a pas été testée sur le circuit habituel, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas dans le tableau, la long range. Il n'y a que la SR+, qu'ils ont fait sur le trajet habituel, en fait. D'ailleurs, c'est un peu dommage. Voilà, bah écoutez, bon, sans plus, hein, cette BMW, c'est pas catastrophique, on va dire moyen, moyen quoi. Et un peu cher pour ce que c'est quand même. Bon, eh ben, sur ces bonnes paroles, je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en avez pensé?